Le livre Charlatan de Moïse Naïm et Kiko Toro s'ouvre sur une idée qui semble toute simple mais qui est en fait assez dérangeante. Oui, l'idée que nous avons tous des rêves. Exactement. Rêve de richesse, de santé, de trouver l'amour ou, pourquoi pas, de créer un monde meilleur. Des aspirations très profondes, très intimes. Voilà. Et la question que le livre pose d'emblée, c'est « Et si ces rêves, ce qu'il y a de plus noble en nous, c'était en réalité notre plus grande vulnérabilité ?» C'est tout à fait le cœur de la thèse. Les auteurs postulent que les charlatans, qu'ils soient des alchimistes du XVIe siècle ou des gourous de la crypto aujourd'hui, ils suivent tous une sorte de grammaire universelle. Et cette grammaire, c'est quoi? Ce qu'ils vendent, ce ne sont pas vraiment des produits ou des services. C'est la promesse. La promesse que nos désirs les plus profonds peuvent se réaliser. Et bien sûr qu'ils sont les seuls à détenir la clé. Ils se placent juste entre nous et nos rêves. C'est ça. Et c'est cette mécanique qu'on va explorer aujourd'hui. Comment ces individus arrivent à pirater ce que le livre nomme notre système d'exploitation humain? On va décortiquer un peu les biais cognitifs qu'ils exploitent. Et voir surtout comment ça se joue dans la vraie vie, avec des histoires qui sont, il faut le dire, assez incroyables. Alors, commençons par ça, cette idée de système d'exploitation humain ou Human OS. J'aime bien la métaphore. Elle est très parlante. C'est notre machine à penser, en quelque sorte. Une machine extraordinairement puissante, capable de composer des symphonies, d'envoyer des fusées sur Mars. Mais qui a des failles, des bugs dans le code. Et les charlatans sont des hackers experts de ces bugs. Absolument. Et la faille de sécurité majeure, le bug le plus exploitable, c'est ce qu'on appelle en psychologie le biais de confirmation. Ah oui, celui-là, il est fondamental. C'est une tendance qu'on a tous et qui est le plus souvent inconsciente. C'est-à-dire? On va systématiquement chercher, interpréter et même retenir les informations qui confirment ce qu'on croit déjà. Et à l'inverse, on va avoir tendance à ignorer ou à critiquer tout ce qui contredit nos croyances. Le livre mentionne une expérience assez géniale pour illustrer ça, avec une simple suite de chiffres. 2, 4, 6. L'expérience de Peter Wasson, oui, elle est classique mais très efficace. C'est simple, on montre cette séquence 2, 4, 6 et on demande de deviner la règle. Et j'imagine que presque tout le monde pense... La règle, c'est d'ajouter 2 à chaque fois. Évidemment. Donc, pour vérifier, les gens proposent d'autres séquences comme 8, 10, 12, 20, 22, 24. À chaque fois, l'expérimentateur répond « Oui, ça respecte la règle ». Donc ils se sentent confortés dans leur idée, la règle c'est bien plus 2. Exactement. Sauf que la vraie règle était beaucoup plus simple. C'était quoi alors? N'importe quelle séquence de chiffres croissants. Ah oui. Ils auraient pu tester leur hypothèse en la mettant en danger, en proposant 1, 2, 3 par exemple. Qui aurait respecté la règle? Voilà. Mais personne ne le fait. Spontanément, on ne cherche pas à prouver qu'on a tort, on cherche à prouver qu'on a raison. Et ça, c'est ce que le prix Nobel Daniel Kahneman appelle la pensée rapide, non? Une sorte de raccourci mental très instinctif. C'est tout à fait ça. La règle plus 2 nous saute aux yeux sans effort. C'est intuitif. La pensée lente, celle qui analyse, qui critique, qui se dit « Attends, et si mon intuition était fausse ?» Elle demande un effort. Et les charlatans misent tout là-dessus, sur notre paresse intellectuelle. Ils nous présentent un discours qui valide nos rêves et notre biais de confirmation fait tout le reste du boulot. En fait, on s'auto-persuade. D'accord, ça c'est la première faille. Mais il y en a une autre, tout aussi puissante que le livre met en avant, la preuve sociale. Oui, c'est notre tendance à faire comme les autres, à imiter. L'exemple du livre est très visuel. Très. Une folle personne regarde en l'air dans la rue. On continue son chemin. Mais si 15 personnes regardent fixement le ciel... On s'arrête presque à coup sûr pour voir ce qui se passe. C'est ça, on est des créatures sociales. On part du principe que si plein de gens font quelque chose, il doit y avoir une bonne raison. Ce qui est une bonne stratégie de survie la plupart du temps. Mais j'imagine que c'est incroyablement facile à manipuler. Extrêmement facile. Les charlatans sont des maîtres dans l'art de créer l'illusion d'un consensus. Ils orchestrent la preuve sociale. Avec des témoignages? Parfois authentiques, souvent fabriqués. Ils vont acheter des faux avis en ligne, recruter des influenceurs ou, comme on va le voir, des célébrités très connues. Le but, c'est de nous faire penser, si tous ces gens y croient, ça peut pas être complètement faux. Des gens, comme moi, ont déjà franchi le pas. Et hop, cette pression sociale court-circuite notre esprit critique. Bon,
La théorie est fascinante, mais voyons comment ça s'applique. Le livre regorge d'exemples très concrets. On pourrait peut-être commencer par l'histoire de Mehmet Aydin en Turquie. Ah oui, c'est un cas d'école. On a un jeune homme, la vingtaine, qui lance un jeu en ligne, Çiftlik Bank, la banque de la ferme. Une copie de Farmville, si je me souviens bien. Exactement, le jeu où l'on gère une ferme virtuelle. Mais Aydin y ajoute une touche de génie maléfique, disons. Qui est? Il propose aux joueurs d'investir de l'argent, du vrai argent, dans de vraies fermes que son entreprise est censée acheter. Et là, le rêve qu'il vend est un cocktail très puissant. Oui, et très calibré pour le public turc. Il y a bien sûr l'envie universelle de s'enrichir, facilement. Mais il ajoute autre chose. Une bonne dose de nationalisme et de nostalgie d'un passé rural simple. Ces pubs disaient « Nous sommes une source de confiance pour l'économie turque ». Il se présentait en patriote. Il ne vendait pas juste un placement, il vendait une vision de la Turquie. Et pour la preuve sociale, comment il a fait? De manière magistrale, il a engagé un acteur turc extrêmement connu, Mehmet Çevik, pour être le visage de sa campagne. L'équivalent de voir une icône nationale vanter un produit financier. Ça rassure. C'est le saut d'approbation ultime. Les gens se sont dit un homme aussi respectable ne s'associerait jamais à une arnaque. La méfiance s'évapore. Et derrière cette belle façade, j'imagine qu'il n'y avait pas beaucoup de vraies vaches. Très très peu. C'était une chaîne de Ponzi des plus classiques. L'argent des nouveaux investisseurs servait à payer les rendements promis aux anciens. Ce qui marche très bien pendant un temps. À merveille. Les premiers entrants reçoivent leur argent, ils sont ravis, ils en parlent autour d'eux. La meilleure des publicités. Le rêve semble se réaliser pour eux, ce qui attire encore plus de monde. Jusqu'à l'effondrement. Inévitable. Aydin s'est enfui avec près de 80 millions de dollars. C'est une histoire terrible. Et le livre enchaîne avec un autre cas, celui de Zach Horowitz, qui a exploité un rêve complètement différent, celui du glamour d'Hollywood. C'est une autre facette du même mécanisme, oui. Comment un acteur a priori raté a pu monter une arnaque de 650 millions de dollars? Ça paraît juste fou. Horowitz, qui s'était rebaptisé Zach Avery pour que ça sonne plus star, a suivi à la lettre le mantra « Fake it till you make it ». Fais semblant jusqu'à ce que ça marche. Et son arnaque, c'était quoi précisément? Il prétendait que sa société achetait les droits de distribution de films pour les revendre à Netflix ou HBO en Amérique latine. Il avait des faux contrats, des faux documents, tout l'attirail. Et il promettait des rendements complètement irréalistes, non? Quelque chose comme 35%. Oui, des chiffres qui devraient allumer tous les voyants rouges chez n'importe qui. Alors, comment ça a marché? Le rêve hollywoodien peut être assourdissant. Il a commencé par convaincre ses amis, dont un qui travaillait pour JP Morgan. Un professionnel de la finance. On pourrait se dire que c'est impossible. Mais Horowitz ne vendait pas qu'un rendement. Il vendait un accès privilégié au monde du cinéma, l'excitation d'être dans le cercle d'une future grande star. Ah, je vois. Et l'ami a été tellement convaincu qu'il est devenu son principal collecteur de fonds. Il a utilisé sa propre crédibilité pour rassurer les autres investisseurs. La preuve sociale, encore et toujours. Et tout le style de vie qu'il affichait, la villa, 6 millions de dollars, les jets privés, ce n'était pas juste pour le plaisir. Non, c'était un outil de travail, c'était essentiel, c'était la preuve vivante que son système fonctionnait. Comment convaincre les gens de te confier des millions si tu vis modestement? Il devait incarner le succès. Sa vie était une mise en scène. Le plus tragique, c'est qu'il a escroqué tout le monde, sa famille, ses amis. Il a pris 20 ans de prison. C'est incroyable. On a souvent tendance à se rassurer, à se dire que les victimes sont juste crédules ou mal informées. Ça ne pourrait jamais m'arriver. Voilà. Mais ces exemples montrent que c'est plus compliqué. Et le livre va encore plus loin avec l'histoire d'Arif Nakvi, qui est peut-être la plus dérangeante. Oui, parce qu'avec Arif Nakvi, on change complètement de dimension. Il ne cible pas le petit épargnant. Ni l'ami d'université. Non. Il vise l'élite mondiale. Les PDG, les chefs d'État, les philanthropes qui se retrouvent à Davos. La fondation Gates, les grandes banques, les fonds de pension, le Gotha. Et quel rêve vend-il à des gens qui, a priori, ont déjà tout? Il leur a vendu le rêve ultime pour cette élite ouvreuse. L'investissement à impact social. L'idée qu'on peut gagner beaucoup d'argent tout en faisant le bien. Exactement. Résoudre les grands problèmes du monde, la pauvreté, la santé, c'est un récit extrêmement puissant. Il a exploité le désir de cette élite de se donner une conscience, peut-être d'apaiser une certaine culpabilité. Il leur a dit « Votre capital peut changer le monde et en plus, il vous rapportera gros. » C'est une histoire à laquelle il voulait désespérément croire.
Il est devenu une sorte de rockstar de la finance éthique, c'est ça, hein? Absolument. Couverture de magazine, invité à toutes les conférences, son histoire a même fait l'objet d'une étude de cas élogieuse à la Harvard Business School. La preuve sociale au plus haut niveau possible. Personne n'osait remettre en question un homme adoubé par des institutions aussi prestigieuses. Et pourtant, derrière cette façade de visionnaire humaniste, Il se cachait exactement le même mécanisme que pour le vendeur de fermes virtuelles, une gigantesque chaîne de Ponzi. Sa société, Abraj Group, perdait de l'argent donc il utilisait l'argent des nouveaux fonds. pour combler les trous des anciens, pour payer les investisseurs précédents et bien sûr pour financer son train de vie. Parce que son discours était enrobé de bonnes intentions, il a réussi à lever des milliards. La conclusion est donc assez glaçante. La vulnérabilité aux charlatans n'a rien à voir avec le niveau d'intelligence ou d'éducation. Ni de richesse. Les mêmes bugs de notre système peuvent être exploités chez un agriculteur turc ou chez un gestionnaire de fonds passé par Harvard. C'est la leçon la plus troublante du livre. Ces mécanismes de manipulation, ils contournent notre pensée rationnelle. Ils s'adressent directement à nos intuitions, à nos désirs. Le rêve de faire le bien en s'enrichissant est aussi puissant que celui de devenir riche rapidement. Voire plus. Au fond, les victimes les plus sophistiquées ne sont pas mieux protégées que les autres. On a donc bien vu ce mode opératoire. Identifier un rêve, se présenter comme le seul capable de le réaliser et utiliser nos propres biais pour nous convaincre. Et le livre suggère que notre époque est particulièrement propice à ça. Il parle d'un véritable âge d'or du charlatanisme. Pourquoi maintenant? À cause de la technologie, principalement. Avant, un charlatan devait monter sur une estrade, rassembler une foule. Aujourd'hui, les algorithmes des réseaux sociaux font ce travail à leur place. C'est-à-dire qu'ils peuvent identifier nos rêves pour nous... Précisément. Votre historique de recherche, les vidéos que vous regardez, tout ça dessine un portrait très précis de vos aspirations, de vos peurs. Et les algorithmes sont conçus pour repérer ça. Oui, pour repérer des gens avec des rêves très spécifiques et les mettre en relation avec les charlatans qui proposent une solution. Ils sont devenus des entremetteurs incroyablement performants entre les manipulateurs et leurs cibles. Pour conclure, il y a une dernière réflexion tirée du livre qui m'a vraiment marqué. Je vous écoute. Il dit que la meilleure défense, ce n'est pas forcément d'être plus intelligent ou plus cultivé. C'est de garder une saine dose de scepticisme. En particulier, et c'est là que c'est contre-intuitif, envers ceux qui défendent nos propres rêves avec le plus de passion. C'est quand quelqu'un nous dit exactement ce qu'on a envie d'entendre que les signaux d'alarme devraient être les plus forts. Ce qui soulève une question essentielle et assez difficile pour notre époque. Laquelle? Dans un monde où la technologie est de plus en plus conçue pour nourrir notre biais de confirmation, pour nous enfermer dans des bulles où nos rêves sont constamment validés, comment fait-on pour cultiver ce scepticisme nécessaire, sans pour autant basculer dans un cynisme total où l'on ne croit plus en rien ni en personne?